Edenred qui va donc sortir du CAC 40 la semaine prochaine, le 22 décembre, et FH qui va le remplacer. Bonjour Eric. Bonjour mon cher David. Eric Lewin, président de L Finance. On a le roi du ticket restaurant qui est victime évidemment de la chute de son cours boursier, une capitalisation quand même divisée par quasiment 3 depuis son entrée au CAC 40, c'était en juin 2023. Quelle descente aux enfers. Ouais, écoutez David, en fait c'est ce qu'on appelle la malédiction du CAC 40. Téléperformance a été sorti au bout de 5 ans dans le CAC 40, Atos au bout de 4 ans, Worldline au bout de 3 ans, et donc Edenred 2 ans et demi, avec une capitalisation, vous en avez parlé, de 4,4 milliards, elle était à 13 milliards quand ils sont venus en bourse il y a donc 2 ans et demi. Le seul contre-exemple, c'est Accor qui en mars 2024 est entré dans le CAC 40 et qui depuis a gagné une vingtaine de pourcents. Alors pourquoi tout ça sur Edenred? En fait, les ennuis ont commencé en automne 2023, quand le gouvernement français a fait part de son intention de réformer le marché des tickets restaurants. Puis, ça s'est accéléré, changement de réglementation au Brésil avec un décret plafonnant les commissions sur les tickets restaurants et réduction de moitié des délais aux fournisseurs. Et enfin l'Italie qui a instauré un plafonnement à 5% des commissions. Il faut comprendre que Brésil, David, plus Italie, ça fait à peu près 20% du chiffre d'affaires d'Edenred, qui en plus en France a été très concurrencé. Il y avait 4 acteurs en 2017, il y en a 14 actuellement. Alors quand on regarde ça, on se dit mais c'est bizarre parce que ils ont 40% du marché en France, Edenred, sur les tickets resto. Oui, ils ont 40%, mais sauf qu'ils sont de plus en plus concurrencés. Et donc, si vous voulez, vous avez une problématique réglementaire et juridique avec l'étranger et même la France, où on ne sait pas, parce qu'on sait très bien qu'on a besoin pour boucler le budget, pour réduire ce fameux déficit budgétaire, de trouver des pistes. Donc est-ce qu'un jour les tickets restaurants pourraient être touchés? Et puis à l'étranger, Brésil et Italie, où c'était vraiment des vaches à lait, là aussi la réglementation change. Alors c'est vrai que quand on regarde le dossier, il n'y a quand même pas péril en la demeure, dans la mesure où par exemple sur le T3, on a une croissance de 8,2%, on a une marge d'EBITDA autour de 10%, donc c'est pas dingue, ça vaut 8 fois les bénéfices. Mais juste, pardon Eric, on se dit quand même que la sanction boursière, à vous écouter, elle est un peu excessive. C'est une valeur d'ailleurs que tout le monde s'arrachait il y a 2 ans. Elle est un peu excessive, pourquoi? Parce que le groupe a quand même aussi un peu déçu en termes de perspective, et puis on pensait que c'était la valeur défensive par excellence, c'est-à-dire qu'il ne se passerait pas grand-chose sur ce dossier. En fait, c'était quoi? Les avantages aux salariés, tout le monde a ses tickets restaurants, eux ils font de la trésorerie, ils font tranquillement de la trésorerie, donc c'était finalement une cash machine jusqu'au jour où on s'est rendu compte que ça pouvait dépendre des desiderata des uns et des autres et des gouvernements. Et ce qu'on n'aime pas en bourse, c'est des valeurs qu'on ne peut pas maîtriser parce qu'il y a des gouvernements qui peuvent à un moment ou à un autre changer telle ou telle réglementation. Donc en fait, c'est vrai, la sanction est démesurée, c'est vrai que ça vaut 8 fois les bénéfices, donc en termes de value pur, ce n'est pas cher, mais on se dit qu'à tout moment, il peut y avoir une réglementation. Et donc, Edenred, les investisseurs sortent. Mais attention, je disais qu'il y avait une malédiction du CAC 40, mais les valeurs qui sortent du CAC 40, il n'y a pas une malédiction, parce que Alstom, par exemple, est sorti du CAC 40, ça valait 12 €, ça vaut maintenant 24. Donc ça ne veut pas dire que... donc on fait quoi alors? On fait quoi sur Edenred? Est-ce qu'on achète ou pas? Est-ce qu'on est contrariant au vu de la valorisation et au vu même de la croissance des bénéfices attendus à 2 chiffres d'ici 2028? Écoutez, moi j'aime bien mettre 5% de mon portefeuille sur une valeur. Sur Edenred, on met 1% de son portefeuille. On tente un coup qui s'apparenterait à une reprise technique. C'est vrai que quand on voit la valo actuelle, moi j'ai envie de me dire qu'il y a peut-être 20% à gagner, mais encore une fois, c'est une reprise technique, c'est pas une reprise structurelle, parce qu'il y a toujours au-dessus de la tête d'Edenred la problématique gouvernementale, Italie, Brésil et pourquoi pas en France. Vous le disiez, Eric, il y a une espèce de poisse, à rentrer dans le CAC 40. Vous avez raison, Worldline, Atos, Téléperformance et Edenred, qui sont restés entre 2 et 4 ans pour se faire sortir. C'est moi ou, encore une fois, ça porte la poisse d'entrer au CAC 40? Non, c'est pas que ça porte la poisse, mais en fait, une boîte qui rentre au CAC 40, c'est une boîte qui est quasiment, si vous voulez, au plus haut historique. On va parler d'Eiffage dans quelques instants. Eiffage est à 3% de son plus haut historique. Donc pourquoi une boîte entre au CAC 40 en réalité? C'est parce qu'elle a tellement progressé en bourse que le comité scientifique du CAC 40 se dit tiens, on va la faire entrer dans le CAC 40. Donc ils arrivent déjà très haut. Donc ce qui veut dire qu'à la moindre déception, eh bien l'onde de choc est terrible. Ça a été le cas d'Edenred, ça a été le cas de Téléperformance avec toute la disruption autour de l'intelligence artificielle, ça a été le cas de Worldline avec la problématique des paiements. Bref, il faut être très très bon pour rester. Alors il y a quand même quelques cas contraires. Il y a Accor qui gagne quand même, mais qui gagne que simplement 15% depuis son entrée au CAC 40. C'était, je crois, en mars 2024. Donc quand vous
faites sur 2 ans, c'est pas Byzance sur Accor. Mais c'est vrai que pour perdurer dans ce fameux CAC 40, non seulement vous montez en haut de cycle, si vous me permettez cette expression, mais en plus il ne faut jamais décevoir. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de couacs. Bon, sur Eiffage, 12 milliards d'euros de capitalisation boursière, cours autour de 120 euros. C'est son niveau d'ailleurs le plus haut historique qui était en 2007, sauf qu'à l'époque, les PER, on en parlera après, n'étaient pas tout à fait les mêmes. Pourquoi la valeur, elle plaît tant aux investisseurs? D'ailleurs, c'est dingue de se dire que c'est une fintech qui sort du CAC 40 pour être remplacée par un vétéran, une major du BTP. Je ne sais pas quel signal ça envoie. Non, mais quel Chinois, ça va faire Vinci, Bouygues et France qui sont dans le CAC 40. Non, mais c'est la bonne valeur, la bonne petite valeur qu'aiment bien les grands-pères, les arrière-grands-pères, BTP et concessions. Regardez, par exemple, le carnet de commandes dans les travaux, c'est 17 mois d'activité. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, le groupe est positionné sur deux choses: la construction et bien sûr les concessions qui apportent les revenus récurrents, la résilience en période de crise. Et donc c'est un modèle beaucoup plus défensif notamment que les acteurs purs du BTP. Ce qu'il faut dire de la société, c'est une boîte évidemment extrêmement rentable. Cette année, ça devrait faire 25 milliards de chiffre d'affaires, marge d'EBITDA de 16%. Par contre, quand on décompose la marge opérationnelle courante, elle sera entre 8 et 9 cette année. Mais dans les travaux, c'est-à-dire la construction, c'est 2,5%, et dans les concessions, c'est 44%. Et l'an prochain, je crois qu'on va rediscuter les concessions. Donc espérons qu'Eiffage va garder ses concessions, parce que en fait, la vraie vache à lait du groupe, ce sont ces fameuses concessions. Et pardon, mais il y a un risque, Eric, il y a un risque politique, comme il y en avait un sur Edenred, indirectement, quand je vous écoute. Ouais, mais enfin, je pense pas que le gouvernement va prendre le risque de sortir ce genre de groupe, ni de sortir Vinci des concessions, parce que pour gérer des concessions, il y a tout en organigramme, c'est pas la même chose. Si vous voulez, autant c'est facile de dire que sur les tickets restaurants, on met 5% de plus, 10% de plus, autant franchement dans les concessions, sortir un acteur de la taille d'Eiffage en mettant un autre, c'est assez compliqué. Donc à la limite, il pourrait y avoir peut-être des concessions un petit peu revues à la hausse, donc qui pourraient peser sur les marges, ça pourrait peser sur les marges avec des frais supplémentaires à payer, mais je ne crois pas du tout que ça soit remis en cause. De toute façon, Eiffage, ce qu'il a besoin, c'est de faire en sorte de monter en puissance dans les concessions. Comme on vient de voir, vous allez me poser la question sur Getlink. Getlink est l'exploitant du tunnel sous la Manche, qui est présent également dans le fret ferroviaire. Ils en ont 27,6% puisqu'ils viennent de monter au capital. Alors pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que c'est un actif concessionnel unique, des flux de trésorerie récurrents. La concession, c'est jusqu'en 2086. Donc vraiment, le but, c'est de rééquilibrer le profil pour Eiffage entre la pure construction, où on sait très bien qu'avec les cycles économiques, ça peut varier, et bien évidemment, les concessions. Que dire encore d'Eiffage? Vous le disiez, on est à 4% de son plus haut historique datant d'avril 2007, mais c'est pas très cher. Moi, j'ai regardé les ratios sur 2026. C'est 11, hein. Ouais, moi je suis plutôt sur 9,5 sur 2026, mais je ne vais pas faire une guerre avec vous, 11 ou 9,5. Moi je suis plutôt 9,5 sur 2026. Quand vous regardez la valeur d'entreprise rapportée à l'excédent brut d'exploitation, on est à 7, et on a un rendement entre 4 et 5%. Il n'y a pas d'angoisse de dette. La dette représente que 2 fois les EBITDA, alors qu'on peut aller jusqu'à 3 fois. Donc moi je dirais que sur Eiffage, même si ça gagne 44% depuis le 1er janvier, c'est une valeur qu'on peut avoir en portefeuille. Mais encore une fois, on ne va pas gagner 44% l'an prochain, je pense, sur ce dossier. Donc c'est la problématique, c'est la limite de toutes les boîtes qui entrent au CAC 40. Alors pourquoi une boîte Alors qu'est-ce que ça, finalement, vous allez me poser la question, mais pourquoi une boîte entre au CAC 40? En fait, quand vous rentrez dans le sein des saints, c'est-à-dire que le CAC 40, vous attirez quand même toute une ribambelle d'investisseurs institutionnels étrangers, des très gros, qui ne peuvent pas rentrer sur des boîtes trop petites, etc. Mais je suis pas sûr que d'un point de vue performance boursière, ça soit exceptionnel, parce qu'on a tellement de contre-exemples que c'est extrêmement compliqué de vous dire que c'est fantastique que Eiffage entre au CAC 40. Mais c'est une bonne nouvelle pour le groupe, à mon avis, pour ses salariés et pour la crédibilité du groupe à l'international. Je pense que quand vous êtes Eiffage, quand vous allez négocier à l'étranger, en Allemagne notamment, le fait d'être coté, d'être rentré au CAC 40, finalement, c'est un petit peu le Graal quand même si d'un point de vue des performances boursières, ce n'est pas le Graal pour le moment. Allez, merci beaucoup. Point de vue signe Eric Lewin, président de L Finance. Merci Eric, bonne journée. Merci David. Salut.